Bonsoir, merci de choisir Afrique Libre TV pour vous informer. On dit tout, l'émission qui vous apporte de bonnes informations. Alors que l'Alliance des États du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger affirment des victoires notables contre les groupes terroristes, une nouvelle dynamique diplomatique s'installe. L'Union africaine parle de médiation. L'Algérie s'invite dans le dialogue et les États-Unis annoncent vouloir aider l'AES dans sa lutte sécuritaire. Mais pourquoi ces offres d'aide arrivent-elles maintenant? S'agit-il d'un vrai soutien ou d'un retour stratégique dans une région où les peuples veulent reprendre en main? Ce soir, avec notre consultant Amen Segla, nous allons répondre à des questions stratégiques, coopération sincère ou double jeu international. Et Amen Segla est là. Bonsoir Amen. Bonsoir Géraud et bonsoir tous ceux qui nous suivent ce soir. Amen Segla, après l'Union africaine, c'est l'Algérie et les États-Unis qui s'invitent dans la fête à l'AES et les puissances étrangères, je viens de le dire, dont les États-Unis se disent prêtes à soutenir la lutte sécuritaire dans le Sahel. Cette aide est-elle véritable, sincère ou cache-t-elle des intérêts géopolitiques? Merci Géraud pour ta question. Avoir le regard d'attention que la communauté internationale porte à l'AES ces derniers jours, cela peut s'expliquer sur plusieurs volets. D'abord, quand vous prenez le cas de l'Union africaine, on sait très bien que c'est l'organisation qui chapeaute tous les pays africains et que dans de bonnes conditions ou bien dans une situation normale, avoir l'Union africaine manifester son intérêt d'aider un pays dans une situation délicate, cela est accueilli avec enthousiasme. Mais déjà, la posture même que l'Union africaine a adoptée par le passé ne permet pas d'être optimiste par rapport à sa proposition. Du moment où ce n'est pas les pays de l'AES qui ont manifesté l'intention d'être aidés ou bien d'avoir une aide venant de l'Union africaine et que c'est l'Union africaine même qui s'est portée garant de venir en aide, ça frise un peu. Parce que quand vous prenez même la manière dont l'Union africaine fonctionne, on ne peut pas parler aujourd'hui d'une autonomie ou bien d'une souveraineté au niveau de l'Union africaine parce que tout ce que l'Union africaine décide vient quasiment d'ailleurs. Parce que je ne veux pas te reculer en arrière pour donner des exemples. Si je me concentre seulement sur comment Kadhafi a été éliminé par l'Union africaine au moment où Jean Ping était le président de la commission, on voit ce qu'on lui avait proposé en ce moment pour accepter que Kadhafi soit vraiment éliminé. Donc tout ça là ne donne pas aujourd'hui une garantie totale d'une véritable aide venant de l'Union africaine. Certes, il peut se coopérer sur un certain nombre de points, mais aller encore dans des coopérations bizarres pour dire qu'elles vont venir, l'Union africaine va venir aider les États-Unis. En fait, l'Union africaine d'abord. Je vais revenir sur les États-Unis aussi. À voir ce que l'Union africaine a proposé, bon, ça ne convainc pas. Si on prend le cas des États-Unis, eux, ce sont des mercantilistes. Parce qu'eux, ils sont à la recherche des intérêts. C'est-à-dire, si aujourd'hui, il n'y a jamais de stabilité au niveau de l'AES, vous ne verrez jamais les États-Unis se prononcer. Parce qu'ils ont vu que ces trois pays, ou bien ces trois dirigeants, sont tellement sérieux dans tout ce qu'ils entreprennent comme démarche souverainiste qu'il va falloir profiter en même temps. Parce que d'abord, quand vous prenez la situation même géopolitique au Sahel, la France a été chassée comme un malpropre. Donc, c'est ce qui a donné une certaine ouverture à d'autres puissances comme la Chine, la Turquie ou bien la Russie. Donc, une région dans laquelle il n'y a pas une représentation occidentale, mais c'est la faillite, c'est-à-dire ne veut pas laisser la sous-région dans la main des Russes ou bien dans la main des Chinois. Donc, du moment où la France a failli, il va falloir que les États-Unis reprennent la main dans la région sahélienne. Donc, ce n'est pas parce que, bon, les États-Unis, ils ont vu que, bon, ces trois pays, aujourd'hui, sont fréquentables. Non.
eux, ils veulent leur représentation dans la sous-région parce que laisser la main aux Russes, aux Chinois, et vraiment, ça va poser problème au monde occidental. Donc, c'est pourquoi les États-Unis, dans toujours leur manigance, ils veulent revenir pour prendre la place que la France avait laissée ou bien qu'on a forcé la France à laisser. Donc, c'est ça leur stratégie. Alors, quand vous prenez aussi les autres, hein, quand vous prenez le cas d'Algérie, parce que tu en as parlé, quand tu prends le cas d'Algérie, c'est la même chose. Parce que tout ce que le Mali a vécu par le passé, en matière de signature d'accords avec ces groupes séparatistes qui aujourd'hui sont devenus des groupes terroristes, mais les Maliens n'ont tiré rien comme profit dans ces accords-là, en dehors de tout ce que l'Algérie a. Parce que quand vous prenez tout ce qui s'attaque aujourd'hui au Mali se retrouve en Algérie. Si l'Algérie aujourd'hui se prononce en tant que médiateur pour venir encore et signer un accord ou bien rassembler les parties prenantes de cette crise autour d'une table pour signer un accord, c'est parce que vous allez demander pourquoi elle fait ça, Algérie. Pourquoi l'Algérie fait ça? Parce qu'à un moment donné, il a compris que tout ce qu'il avait signé comme accord et qui lui profitait, du moment où ce n'est plus d'actualité, mais ses intérêts ont été coupés. Maintenant, il va voir par quel moyen tisser encore d'autres accords pour pouvoir bénéficier de ces accords-là. Donc, c'est ça aussi, c'est un intérêt. Donc, si je globalise tout ce qui veut intervenir aujourd'hui dans tout ce qu'on peut appeler crise au niveau du Sahel, chacun veut son intérêt. Le cas de l'Union africaine, si ce n'est pas l'Union africaine elle-même, c'est ceux qui sponsorisent l'Union africaine, ceux qui financent l'Union africaine ont intérêt de revenir au Sahel. Voilà. Donc, il peut passer, parce que c'est juste une hypothèse que je suis en train de mettre. Donc, il veut passer par un procès comme l'Union africaine pour pouvoir revenir. Donc, il revient aux autorités de l'AES d'être vigilants par rapport à tout ce qu'on leur propose comme aide ou bien apport en matière de lutte contre le terrorisme. D'accord. C'est grave, peut-on parler d'une coïncidence ou d'un calcul stratégique, puisque nous constatons qu'aujourd'hui dans l'AES, les trois dirigeants ont amené la lutte à un niveau où les trois armées sont montées quand même en puissance et vaincent de jour en jour les terroristes. Pourquoi ces aides arrivent-elles maintenant? Alors, quand vous prenez, je vais prendre les trois pays cas par cas. Quand vous prenez d'abord le Mali, les ressources minières dont dispose le Mali, c'est énorme. Donc, le monde a été divisé de terre en sorte que les Occidentaux, ils ont charcuté l'Afrique. C'est-à-dire, vous prenez une partie, la France s'occupe d'une partie, les États-Unis aussi, et d'autres puissances. Maintenant, quand la France a été chassée, avoir tout ce que ces pays-là disposent comme ressources minières, les nouveaux partenariats, d'accord? Les nouveaux partenariats que les pays de l'AES signent avec les puissances comme la Chine ou bien la Russie en matière d'aide sur le plan militaire et tout, c'est pas gratuit. Tout ce qu'on leur apporte comme aide n'est pas gratuit en fait. Donc, quand vous prenez tout ce beau monde-là, ils sont venus aussi, ils ont trouvé leurs intérêts. Mais du moment où l'accord, il y a une équité dans ces accords-là, ça ne pose problème à personne. Je ne sais pas si vous voyez, ça ne pose problème à personne. Du moment où ces pays disposent des ressources minières, quand on prend le cas du Mali, le Mali a de l'or, a d'autres minéraux. Quand vous prenez le Burkina Faso, c'est pareil. Quand vous prenez aussi le Niger, il y a l'uranium, il y a le pétrole, il y a tout. Donc, ces puissances-là ont des intérêts à revenir dans le Sahel pour ne pas laisser la main à la Chine et à la Russie de s'accaparer du tout. Donc, c'est un calcul stratégique. C'est stratégique. Vous pensez que s'ils n'ont rien, vous pensez que les États-Unis vont chercher à s'inviter à la fête? Jamais. Je prends le cas du Congo. Lorsque les États-Unis veulent avoir, en fait, cherchent à réconcilier les deux voleurs dans la guerre du Congo entre la RDC et le Rwanda, mais il a dit que la richesse sera partagée à trois. C'est-à-dire tout ce qui appartient aux Congolais. Pour que la guerre cesse, il va falloir qu'une partie revienne au Rwanda
Et aussi, les États-Unis doivent aussi avoir sa part. C'est ça. Quand vous prenez la guerre en Ukraine, pour qu'il y ait accord, les États-Unis ont demandé que tout ce qu'ils ont investi dans cette guerre, ils doivent le récupérer. Donc, les États-Unis n'interviennent dans aucune guerre au monde sans leurs intérêts. Donc, si les États-Unis aujourd'hui, parce que l'autre fois, on a vu le président Trump qui a reçu la lettre de créance du président Ibrahim Traoré auprès de l'ambassadeur aux États-Unis. Le président américain l'a reçu au bureau ovale. Donc, ça veut dire que c'est une manière de dire qu'aujourd'hui, nous sommes prêts à collaborer avec vous. Et ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit. Les États-Unis ne sont pas dans les bénévolats. Ils ne font rien gratuitement. Donc, on peut coopérer avec tout le monde. Mais ce partenariat où on piétine, on vous voit comme des vauriens, comme des gens qui n'ont pas leur mot à dire, c'est ce qu'on ne veut pas. C'est tout ce qu'on demande. Sinon, disent que ce regain d'attention venant de la communauté internationale, c'est parce que ils ont vu nos beaux yeux, ils ont vu que bon, maintenant ça va et que... Non. C'est pour les intérêts parce qu'ils ont compris à un moment donné que en laissant le terrain, parce que ces trois présidents-là ne vont jamais faire marche arrière et que là où tout ce qu'ils entreprennent comme démarche souverainiste va aller loin, vaut mieux d'arrondir un peu le bord pour voir comment est-ce qu'eux aussi peuvent trouver leur part dans la sous-région. Donc, c'est leurs intérêts. C'est stratégique et c'est économique. C'est tout ce qu'ils proposent aujourd'hui. Okay. Parlons de l'Union africaine et de l'Algérie qui propose une médiation. Est-ce une démarche de paix neutre ou une tentative d'influencer les choix souverainistes des pays de l'AES? D'abord, quand vous prenez le cas d'Algérie, ce qu'on a reproché, ou bien ce qu'on reprochait tout le temps à ces puissances impérialistes et néocolonialistes, c'est ce que l'Algérie est en train de présenter. Et c'est d'ailleurs une pâle copie de ce que la France a déjà fait en Afrique. Parce que dans un accord, vous ne pouvez pas vous prononcer, vous ne pouvez pas s'inviter comme ça dans une crise qui d'une manière ou d'une autre vous concerne, mais que vous ne voulez pas que ça soit résolu. Parce que l'Algérie partage plus de 1300 km de frontières avec le Mali. C'est énorme. C'est énorme. Donc, si aujourd'hui, l'Algérie, son intérêt, ce n'est pas de trouver définitivement solution à cette crise, mais de camoufler les choses pour pouvoir tirer son profit, parce que la situation d'instabilité que vive le Mali aujourd'hui profite énormément à l'Algérie. Parce que si le Nord est délaissé, s'il y a une séparation, si une partie est dans la main de ces terroristes, vous allez voir que ça profite énormément à l'Algérie. C'est l'Algérie qui sort gagnant. Parce qu'au nord du Mali, là-bas, il peut faire tout ce qui est commerce illicite dans la zone là, et puis déverser ses produits illicites, vendre ses produits là, dans la zone là. Donc, ça rentre dans son intérêt. Parce que du moment où le nord du Mali est très riche en ressources minières, on parle du pétrole, on parle de l'or, on parle de tout. Donc, du moment où il est en accord avec ces séparatistes-là, lorsque cette partie du Mali serait rattachée ou bien serait rattachée à l'Algérie, c'est le pays-là qui sort gagnant. Donc, c'est ce qu'il voulait. À chaque fois que les autorités maliennes cherchent à intervenir dans la crise pour en fait trouver une solution holistique à cette crise, l'Algérie s'interpose. Et c'est ce qui est en train de se passer. Vous allez voir que lorsque ces derniers jours, les terroristes sont aux abois, c'est en ce moment que l'Algérie a monté au créneau pour demander encore une assise à titre de médiation pour voir comment réconcilier tous les bords. Mais qui l'a invité? Est-ce que actuellement, le problème des Maliens, c'est de rentrer en négociation avec les terroristes? Non. Le Mali, il veut faire asseoir tous les Maliens. C'est vrai, tous ceux qui sont pacifiés, parce qu'en dehors de cette crise sécuritaire, il y a aussi d'autres problèmes d'ordre politique qui résident dans le pays. Donc, le président Assimi Goïta veut voir par quels moyens il peut réconcilier tous les bords pour pouvoir faire asseoir tout le monde et discuter de l'avenir du pays.
pas avec ces terroristes-là. D'ailleurs, je ne vois pas à quel moment le président Assimi Goïta ou bien un ministre a fait une sortie pour demander une médiation venant d'un État comme l'Algérie. D'ailleurs, l'Algérie même qui se présente comme un pays frère au Mali, on l'a vu l'autre fois, le 31 mars dernier, il a fait abattre un drone malien qui supervisait la zone de Tizawaten. Comment est-ce que quelqu'un qui veut votre bien peut s'attaquer à votre infrastructure? Donc, tout ça là, c'est du pipeau. Je ne pense pas que, d'ailleurs, le président Assimi Goïta s'est prononcé même là-dessus, qu'il ne voulait plus rentrer dans ce genre de négociations, ou bien dans ce genre d'accord, ou bien d'assises pour discuter de quoi que ce soit. Donc, ça, l'Algérie même a compris le message que tout ce qu'il est en train de proposer, que le Mali d'hier n'est plus le Mali d'aujourd'hui. L'accord qu'elle avait cité, peut-être en 1991, en 2006 et en 2015, c'est révolu. Aujourd'hui, on ne veut plus revenir sur ça. Et je ne pense pas que l'État malien veut encore négocier quoi que ce soit avec ces terroristes-là, qui sont aujourd'hui financés, sponsorisés même par l'Algérie. Donc, je ne pense pas que c'est encore, ce genre d'accord est encore négociable ou bien envisagé aujourd'hui. Vous venez de le mentionner, le cadre des accords. Et la question qui vient actuellement, c'est après des années de présence étrangère inefficace dans le Sahel, est-ce que l'AES est-elle désormais se tourner encore vers les soutiens 100% africains ou accepter un appui extérieur sous conditions strictes? Et je l'ai dit tantôt, Jérôme, lorsque la situation même était au point critique, on n'a pas vu toutes ces manifestations-là. Aujourd'hui, les pays de l'AES ont compris que s'il y a quelqu'un qui peut mieux aider leur pays à s'en sortir de cette situation, c'est eux-mêmes. Donc, ils se sont regroupés en synergie, ces trois pays, leurs forces et leurs armées, leurs services de renseignement, pour mener cette lutte. Vous pensez que si la situation était vraiment envenimée, comme les médias de propagande veulent les faire croire à l'opinion internationale et nationale, vous pensez que tout ce beau monde-là va manifester leurs intérêts à ces trois pays? Jamais. Si la situation était incontrôlable, si la situation était envenimée sérieusement, vous n'allez jamais voir les États-Unis se prononcer voulant intervenir ou bien aider ces pays-là. Vous n'allez voir l'Union africaine envoyer et chercher à envoyer quelqu'un auprès de ces pays-là pour ne serait-ce que avoir tout ce qu'ils racontent comme difficulté. C'est parce qu'à un moment donné, ils ont vu que c'est fini et que le terrorisme, c'est juste une question de mois et que maintenant, il va falloir revenir avec d'autres stratégies. Je viens de le dire tantôt. Si l'Union africaine était une organisation autonome, on peut le comprendre. On sait très bien on sait d'où vient le financement de l'Union africaine. Et là, quelqu'un qui te donne de l'argent doit forcément t'imposer un certain nombre de choses. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, si aujourd'hui, tout ce que l'Union africaine a entrepris comme démarche, d'accord, s'il doit avoir un retour, ou bien s'il doit avoir des gestes à faire, est-ce que l'Union africaine est à même de financer cela? Non. Il doit retourner, il doit se tourner vers ses partenaires. Et ces partenaires-là, ils sont qui? L'Union européenne. Est-ce que l'Union européenne, en tant qu'entité, est prête à venir en aide à l'AES? Non. Parce que la France a été jetée de l'espace sahélien. Alors, il voulait passer par un proxy qui est l'Union africaine pour pouvoir revenir. Est-ce que vous voyez? C'est de ça que nous parlons. Tant que nous n'avons pas des institutions autonomes à même de décider d'elles-mêmes, c'est que nous n'irons nulle part en Afrique. Parce que nous sommes tellement riches pour pouvoir s'assumer, ne serait-ce sur le plan financier et concernant nos problèmes. Mais on ne le fait pas parce que, d'abord, les puissances occidentales nous ont fait croire que vous êtes pauvres, que tout ce que vous disposez comme richesse ne vaut rien. D'accord? Et de deux, vous n'êtes rien sans nous. Et là, on a accepté et on marche sur ça.
Et nous avançons comme ça dans ça. Que bon, nous sommes des pays pauvres, nous avons besoin toujours d'aide. Si l'Afrique doit évoluer, il faut toujours que l'apport vienne de quelque part. Et c'est ce que l'AES aujourd'hui nous prouve le contraire. En dehors de tout ce que ces gens-là nous ont fait croire par le passé, aujourd'hui, l'AES a ouvert les yeux à beaucoup d'Africains en leur fait comprendre que vous pouvez décider de vous-même. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez chez vous, si vraiment vous le voulez. Alors, pour répondre à ta question, tout ce beau monde-là qui se manifeste aujourd'hui à la porte de l'AES, avec leur aide, c'est parce qu'ils ont vu que la situation est en train de se décanter dans la sous-région et que si ça se pérennise, vous allez voir que la Russie, la Chine et d'autres puissances vont occuper tout le compartiment des pays avec des accords équitables. Et vous allez voir que c'est la fin de la présence occidentale dans la sous-région. Alors, ils ne voulaient pas de ça. C'est pourquoi, tantôt, très tôt, je vous en prie, très tôt, ils se sont manifestés pour pouvoir présenter aussi leur aide avant que la situation ne quitte définitivement leur contrôle. Donc, c'est tout ce qu'il y a à comprendre, en fait, dans tout ce qu'ils manifestent comme intérêt. Amen Segla, un mot ou bien des appels à lancer pour terminer l'émission toute beauté. Alors, s'il y a un appel, déjà, le peuple sahélien a compris quelque chose et que pour pouvoir se développer, pour pouvoir avoir la liberté, il faut d'abord affirmer votre dignité. Il faut dire à ceux qui vous piétinent que ça suffit. Et c'est ce que le peuple sahélien a montré ces 2 dernières années, avec l'arrivée des 3 militaires au pouvoir. Et aujourd'hui, le temps leur donne raison. Par le passé, on a dit que non, ceux qui sont au pouvoir là-bas ne sont pas des militaires, ne sont pas des économistes, ils n'ont pas été à l'école de la politique, ils ne peuvent pas gouverner. Mais aujourd'hui, le temps leur donne raison. À voir la manière dont le monde entier est en train de manifester leurs intérêts pour pouvoir revenir dans la sous-région. Certes, ils ont catalogué ces 3 pays comme pays infréquentables, pays où l'insécurité est au summum, mais aujourd'hui, tout le monde a compris que c'est du pipeau tout ça là. Et que ceux qui ont tenu ce genre de propos par le passé l'ont tenu juste parce que leurs intérêts sont en jeu. Alors, à voir tout ce que la communauté internationale est en train de proposer comme aide, je ne pense pas que ces 3 présidents ne sont pas nés de la petite pluie de ce matin et qui vont étudier tous ces apports-là avant de prendre les décisions qui s'imposent. Une chose est claire, le peuple du Sahel veut désormais prendre leur destin en main. Reste à savoir si la communauté internationale est prête à respecter cette volonté. Merci à vous de nous avoir suivis, mais également à vous, Amen Segla, et à très bientôt pour un nouveau numéro sur Afrique Libre TV.